Le modèle heuristique du collectif individuellement motivé. L'étude scientifique de la motivation reste assez récente. Pourtant, elle a donné lieu à de nombreuses théories, dont Fabien Fenouillet en France est l'un des fondateurs. Pour éclairer le concept du collectif individuellement motivé, plusieurs chercheurs, dont Jean Euth, ont travaillé sur un modèle heuristique élaboré à partir des théories de l'autodétermination, de l'auto-efficacité et de l'autotélisme qu'ils ont ensuite élargi pour pouvoir étudier la persistance à vouloir travailler, apprendre ou jouer avec les autres dans des contextes variés. Pour mieux appréhender ce modèle, il est essentiel pour commencer de balayer les principales théories qui gravitent autour, pour ensuite se focaliser sur les effets et les conséquences du flow et sur ce qu'on appelle le collectif individuellement motivé. Mais avant cela, voyons l'apport de la psychologie positive. Gabel et Heitz, en 2005, ont écrit « La psychologie positive peut être définie comme l'étude des conditions des processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. La motivation représente la grande énigme du comportement humain. La recherche en sciences humaines a multiplié les théories et expériences depuis 50 ans dans le prolongement du behaviorisme. La motivation ne fournit pas la recette miracle et d'une certaine façon, tant mieux, mais elle parvient à dissocier de plus en plus précisément les ingrédients nécessaires que sont le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment d'efficacité collective, le sentiment d'appartenance sociale, la capacité d'autodétermination. Jetez un œil pour résumer à quelques définitions qui aident à comprendre la nature du concept. En réalité, pour réussir, la psychologie nous apprend que la motivation ne suffit pas et que l'on ne peut atteindre son objectif sans la décision d'agir. Pour Ryan et Deci, la motivation est considérée comme une source d'énergie, une direction ou encore la persévérance que les individus éprouvent dans leur action ainsi que dans leur intention. Nous verrons qu'il existe plusieurs théories de la motivation. Voici le modèle intégratif de la motivation de Fabien Fenouillet. Comme vous pouvez le voir, ce schéma est constitué de 7 ensembles conceptuels ou enchaînements séquentiels. En lisant ce schéma de gauche à droite, il faut comprendre qu'en fonction des motifs et des prédictions d'une personne, celle-ci va décider d'agir et de mettre en place une stratégie qui aura pour effet d'adopter un comportement qui permettra enfin d'atteindre le résultat souhaité. Pour expliquer le MHCIM, il faut partir de ces 4 concepts clés, chacun étant en lien direct avec les 3 théories de la motivation que nous allons développer un peu plus tard. Parmi la centaine de théories de la motivation, retenons ces 3 principalement, ainsi que leurs auteurs préceptes. Pour commencer, les motifs ou la théorie de l'autodétermination. Les motifs font référence aux besoins d'affiliation, un des 3 besoins psychologiques de base. Parmi les 3 besoins psychologiques de base, on retrouve l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Pour comprendre un peu mieux le MHCIM, détaillons davantage ces 3 fameux besoins psychologiques de base. Que sont donc le besoin de compétence? Il s'agit ici de se sentir efficace dans les interactions que l'on peut avoir avec les autres, d'exprimer ses capacités. Le besoin d'autonomie, il s'agit là de se sentir à l'origine ou la source de ses propres comportements. Enfin, le besoin d'affiliation, il s'agit là de se sentir connecté aux autres et d'avoir un sentiment d'appartenance avec d'autres individus. La théorie de l'autodétermination distingue 2 types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, suivant qu'elle est imposée ou non. Deci et Ryan, en 1975, nous apprennent que la motivation intrinsèque est considérée comme le plus haut niveau de la motivation autodéterminée que peut atteindre un individu. Toujours des mêmes auteurs, la motivation extrinsèque, quant à elle, survient lorsque l'individu tente d'obtenir quelque chose en échange de la pratique de l'activité. L'activité n'est alors pas pratiquée pour le plaisir qu'elle apporte, mais plus pour des raisons externes à l'individu. Ces 2 auteurs proposent alors 3 types de motivation extrinsèque, que nous verrons un peu plus tard. Enfin, il ne faut pas oublier la motivation, qui se définit comme étant l'absence de motivation autodéterminée chez l'individu. Dans les 3 types de motivation extrinsèque cités précédemment, et en allant du degré le plus élevé de la motivation autodéterminée au plus faible, on va retrouver ce qu'on appelle la régulation identifiée, la régulation introjectée et la régulation externe. En quelques mots, si l'on prend le cas de l'adolescent qui fait du sport tous les jours car il veut devenir coach, la régulation identifiée ici, comme vous pouvez le voir sur le schéma, implique que l'individu commence à prendre conscience de l'intérêt qu'il porte à cette activité et que non seulement il en est valorisé, mais qu'il trouve également important de la pratiquer et surtout qu'il le fasse librement. La régulation introjectée implique que l'individu commence à intérioriser ce qui influence ses comportements et ses actions, mais elle implique que l'individu ressente de la culpabilité ou encore de la pression s'il ne fait pas cette activité. On pourrait prendre alors l'exemple d'un étudiant qui se lance en médecine parce que ses 2 parents sont médecins. Enfin, la régulation externe se définit comme le fait que l'individu soit motivé par des éléments externes comme des récompenses matérielles ou des punitions, comme se lancer dans un métier parce qu'il rapporte de l'argent. Les prédictions ou la théorie de l'auto-efficacité.
En réalité, on confond souvent estime de soi et auto-efficacité. L'auto-efficacité est en réalité une émotion, aussi connue sous le nom de confiance contextuelle ou situationnelle. Les recherches sur l'auto-efficacité montrent que l'accent est mis sur la manière dont l'individu contrôle subjectivement son activité, ce qu'on appelle aussi l'autorégulation. La théorie de l'auto-efficacité de Bandura va faire notamment référence au sentiment d'efficacité personnelle, au sentiment d'efficacité collective, notion très utile pour comprendre la première partie du MHCIM. Pour faire assez simple, on peut résumer en disant que les personnes qui ont un sentiment d'efficacité personnelle, eh bien ce sont ceux qui estiment qu'ils ont les ressources nécessaires, intellectuelles, physiques, pour réussir une action. Et s'ils en sont convaincus, ils s'engageront plus facilement. Pour terminer sur la théorie de l'auto-efficacité, faisons juste une parenthèse sur le principe de réciprocité causale diatique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui va décrire les relations réciproques entre individus, comportement et environnement. Dernière théorie, les résultats ou la théorie de l'autotélisme. L'élaboration de la théorie de l'autotélisme flow revient à Csikszentmihalyi, en sciences de l'éducation notamment. Pour lui, le flow est un état totalement centré sur la motivation. Une personne ressent le flow parce qu'à un moment donné, elle a décidé de se concentrer sur une tâche. Il faut pour cela qu'il y ait un équilibre, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, optimum entre l'exigence de la tâche et les compétences de la personne. On parle ainsi d'expérience optimale. Dans l'autotélisme, les résultats déterminent la persistance. Et atteindre le flow se dit aussi être dans la zone. Dans les versions françaises des textes de Csikszentmihalyi, on retrouve indifféremment les termes de flux, d'expérience flux ou d'expérience optimale. Passons maintenant au déterminant du flow. Le flow est donc un formidable moteur dans l'amélioration des compétences. Il apparaît donc sous 9 dimensions séparées en 2 catégories, les conditions et les caractéristiques. Jean Euth et Benoît Fenouillet en 2010 retiennent qu'il y aura 4 dimensions du flow, car ce sont celles qui sont le plus ressenties dans les domaines de l'éducation, du travail et du jeu. On note ainsi tout ce qui concerne l'absorption cognitive, l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi et le bien-être qui a à voir avec l'autotélisme. Dernier concept important pour appréhender le MHCIM, l'absorption cognitive, qui relève de la volonté, on le sait, et qui reste totalement liée à la tâche. C'est un élément fondamental. Jean Euth nous en donne d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, quelques définitions. Le rôle du flow est l'état psychologique optimal. Si l'on prend la première partie du schéma, le point de départ, c'est le lien entre la qualité des relations interpersonnelles et le sentiment d'acceptation entre les responsables des dispositifs et ceux qui ont à apprendre, à jouer ou à travailler ensemble. Si le collectif soutient les besoins psychologiques de base, alors il va renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, qui va lui-même renforcer le sentiment d'efficacité collectif. L'auto-efficacité renforce alors le contrôle cognitif, qui va renforcer le bien-être procuré par la tâche. On obtient comme résultat une voûte dite volitionnelle, en rapport avec la volonté. C'est ici le groupe et les actions à mettre en œuvre qui vont renforcer le contrôle cognitif et à terme l'absorption cognitive. L'activité peut alors perdurer. Ces flux se combinent entre eux pour renforcer le bien-être et la persistance à vouloir contribuer avec des autres. Pour conclure, au-delà du fait d'aider à comprendre la motivation d'un groupe, le MCIH se veut être un modèle d'étude et d'analyse des motivations et des pratiques individuelles dans un contexte collectif.